Dans la culture populaire, le paranormal est mis en avant dans les films d'horreur en montrant fantômes, démons, mais aussi des possessions démoniaques. Une situation alarmante, car sous l'apparence d'un proche que nous connaissons bien, le mal agit, dans le seul et unique but de tout détruire sur son passage. Le moyen courant de libérer quelqu'un d'une emprise démoniaque est de réaliser un exorcisme, un rituel souvent mis en avant dans les films d'horreur de manière spectaculaire. Et si, dans la réalité, les choses se passaient totalement différemment? C'est tout le but de cette vidéo. Vous présenter des cas réels de possession, mais aussi vous présenter des cas où il y a des exorcismes, afin de voir la différence entre le vrai et le faux dans les images données par les films bien connus de notre culture horrifique. Je pense notamment à Conjuring, ou encore au film très connu considéré comme le film d'horreur le plus effrayant de tous les temps, L'Exorciste. Alors, je sais que pour certains sceptiques, rien de tout cela n'est concret, n'est vrai. Donc pour vous, je vous dirais de prendre cette vidéo comme du divertissement, une simple vidéo d'horreur, même si je pense qu'il y aura des éléments qui pourront vous intéresser. Quoi qu'il en soit, sachez que toutes les informations que je vais vous transmettre sont issues de mes recherches personnelles, que ce soit sur internet ou même des recherches que j'ai réalisées dans des livres, que ce soit concernant les aventures des Warren ou même dans des livres concernant la sorcellerie. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, je vous laisse vous abonner à la chaîne et laisser un j'aime si effectivement le contenu vous plaît. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram que je vous affiche juste ici si vous souhaitez me rejoindre là-bas, suivre un peu les teasings des différentes vidéos, m'envoyer même une histoire qui vous est arrivée, qui sait peut-être que vous avez vous-même subi une possession démoniaque ou alors vous avez connu quelqu'un qui en a subi une. Tout peut arriver, donc si jamais vous souhaitez partager votre histoire, c'est avec plaisir que je la lirai là-bas pour la repartager ensuite dans une vidéo dédiée aux abonnés. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien installés et si c'est le cas, laissez-moi d'abord vous présenter quelques informations. Bien que j'ai déjà parlé dans différentes vidéos du couple Warren, que vous les connaissez certainement par l'intermédiaire des films Conjuring, c'est un couple qui peut-être n'a pas de secret pour vous, mais je pense qu'il est bon de faire un court rappel sur qui ils sont, car peut-être il y en a pour qui ce couple est totalement inconnu. Ed Warren est né le 7 septembre 1926 à Bridgeport. C'est un démonologue autoproclamé, un homme qui a vécu des événements troublants dans sa maison alors qu'il était jeune. Et quand je parle d'événements troublants, je parle bien sûr d'événements paranormaux. Mais ce qui est surprenant avec Ed Warren, c'est que bien qu'il ait vécu des événements qu'il n'explique pas, il est toujours resté quelqu'un de plutôt sceptique. C'est-à-dire quelqu'un qui va avoir tendance à remettre en cause les événements paranormaux qu'il peut avoir devant les yeux. C'est un homme qui est très croyant, et d'ailleurs c'est quelque chose qui s'est fait remarquer lorsqu'il enquêtait sur des affaires, c'est qu'il se remettait souvent à Dieu pour libérer par exemple une famille d'une hantise. Avec lui, il y avait toujours son épouse, Lorraine Warren, une femme née le 31 janvier 1927 à Bridgeport, dans la même ville que son mari. C'est une femme qui est clairvoyante, c'est-à-dire qu'elle est capable de discerner des personnes, mais aussi des événements éloignés dans le temps et l'espace. Elle peut donc obtenir des informations, que ce soit sur un objet, sur une personne, sur un lieu, ou alors sur un événement, grâce à sa perception, une perception extrasensorielle. Alors attention, il faut quand même faire une certaine différence entre la clairvoyance et les médiums. Certes, ce sont deux éléments qui sont liés, mais qui restent quand même distincts. Un médium utilise la clairvoyance, et un clairvoyant, lui, utilise aussi des capacités psychiques. Par contre, un clairvoyant, lui, va plutôt visualiser les événements présents, alors qu'un médium, lui, va plutôt avoir tendance à relier des événements passés et présents pour, par exemple, faire passer un message. J'ai demandé à une de mes amies qui est médium de m'expliquer un peu la différence selon ces termes pour qu'on puisse avoir peut-être une définition un peu plus simple de tout ça. Voilà ce qu'elle m'a dit. La clairvoyance est un clair qu'un médium ou voyant ou même cartomancien peut avoir. Il existe différents clairs, la clairvoyance, la clairaudience, la clairconnaissance, la claircognizance, etc. Un médium, c'est un canal. Médium signifiant moyen entre différents mondes, comme différentes énergies. En ésotérisme, nous parlons de différents plans. Le plan éthérique, le plan astral, etc. C'est ce qui lui permet le contact avec les défunts, la nécromancie ou d'autres activités. Il peut être médium par clairvoyance, ce qui est mon cas. C'est-à-dire qu'on voit des choses, des informations, par clairvoyance. Un voyant peut utiliser la clairvoyance, mais pas forcément la clairaudience. Ce sont en fait des capacités qui servent d'outils, mais ce n'est pas ça précisément qui différencie la médiumnité
qui utilisent la clairvoyance. Bon, j'espère que ça aura été clair. De toute manière, il y a des choses à venir sur la chaîne qui peut-être vous éclairciront un petit peu sur tout ce sujet-là prochainement. Revenons sur Couple Warren. Ensemble, ils ont réalisé énormément d'affaires. Certaines ont été très médiatisées, d'autres beaucoup moins. Ils ont donné bon nombre d'interviews, notamment en lien avec les affaires qui intéressaient le plus le grand public. Ils ont aussi donné des conférences. Tout ça dans le but de sensibiliser sur le sujet du paranormal et de montrer le mal, avec un grand M, tel qu'il est. Maintenant que les bases sont posées et que vous avez d'ailleurs peut-être appris certaines choses concernant les Warren, la médiumnité et la clairvoyance, venons-en maintenant à leur domaine d'activité, ou en tout cas un des champs de leur domaine d'activité. Si on devait définir la possession démoniaque, ce serait l'état d'un homme au pouvoir d'un démon qui exerce une action malfaisante sur son esprit et parfois même son corps. Il est dit d'un homme dans cet état-là qu'il est possédé par un démon, un esprit impur ou alors d'un esprit mauvais. C'est un phénomène paranormal qui se différencie très bien de l'activité de poltergeist, car on a vraiment là des interactions qui sont réalisées par une entité au travers d'un être humain. De plus, là je parle d'être humain, mais il est totalement possible qu'une entité possède un animal, ce qui lui donnera par exemple un comportement agressif qui peut même être dangereux. Mais dans cette vidéo, on ne va pas s'intéresser sur les cas de possession animale. Si ça vous intéresse, je pourrais peut-être en faire une vidéo dédiée. Mais là, on va plutôt se focaliser sur les cas de possession d'êtres humains. De plus, dans le sens large des possessions démoniaques, les possessions ne sont pas forcément liées à la religion. Ce n'est pas parce qu'on est un athée qu'on ne peut pas se faire posséder. C'est quelque chose qui est bien à dissocier. Il faut savoir que généralement, les possessions se déroulent en 3 étapes. La première étape est celle de l'infestation. Le premier contact. L'entité qui a volonté de posséder un être humain va commencer à essayer d'attirer l'attention de sa victime en frappant des petits coups dans les murs, en faisant grincer une porte, en faisant entendre de légers bruits de pas. Vous voyez un peu tous ces petits clichés qu'on peut avoir dans les films d'horreur qui se passent généralement au début du film pour justement commencer à faire monter l'attention. L'étape d'infestation, c'est clairement ça. Le but est d'attirer l'attention de la victime de l'entité. Pourquoi attirer l'attention? Parce que l'entité qui cherche à posséder gagne en puissance au fur et à mesure qu'on lui accorde de l'attention. Et vous n'êtes pas sans savoir que quand des événements étranges se passent chez nous, on va avoir tendance à tendre un peu l'oreille, à faire de plus en plus attention à ce qui peut se passer pour essayer de savoir ce que c'est. Et justement, ça, c'est ce que l'entité qui veut posséder cherche à faire. Donc en gros, quand on cherche à savoir par exemple d'où vient un bruit qu'on a pu entendre comme ça chez nous, dans un premier temps on peut se dire que c'est quelque chose de rationnel, et on a raison d'un côté, mais si effectivement il y a une entité qui cherche à se faire remarquer, eh bien s'intéresser à ce bruit est la dernière des choses à faire. Donc c'est très compliqué en soi de réussir en quelque sorte à fuir cette étape. Évidemment, il peut y avoir d'autres éléments que juste des petits bruits chez nous, des grincements ou quoi que ce soit. Ça peut aussi être beaucoup plus concret. Par exemple, l'entité peut envoyer quelqu'un pour mettre à mal nos convictions. Par exemple, l'entité peut faire en sorte qu'une personne nous parle de manière agressive, nous offense sur un sujet sur lequel on peut être sensible, ou alors ce quelqu'un peut mentir sur une autre personne qu'on apprécie, ou même mentir à notre propre sujet, tout ça dans le but de nous perturber. Dans le cadre de la religion, ça peut être pour faire un peu basculer nos croyances, la rendre un peu plus bancale alors qu'avant elle était dure comme de l'acier. Et dans le cas de personnes non religieuses, ça peut être tout simplement dans le but de nous faire douter de nous-mêmes. Un exemple, et je prends cet exemple vraiment dans le cadre de la possession évidemment, là on se plonge, je le rappelle vraiment, dans le paranormal corps et âme, on saute dans la piscine du paranormal vraiment en mode plongeon. La partie oui mais etc. On en viendra après, je vous l'assure, il y a une partie dédiée à ça. Donc pour le moment, pour vraiment le truc 100% paranormal. Je leur précise parce que là, je vais donner un exemple où vous allez vous dire c'est n'importe quoi. Quelqu'un qui va venir vous voir et qui va vous dire que votre coiffure aujourd'hui est pas top, ou que vous avez mal dormi, vous avez mauvaise mine, etc. Ça va ébranler en quelque sorte l'image que vous avez de vous-même, et donc ça va vous créer certains doutes. Et voyez ça comme une petite graine plantée par l'entité qui va peut-être chercher à vous posséder, petite graine qui est destinée à devenir une plante démoniaque qui sera le fameux démon qui sera entré en vous. C'est pas ma meilleure métaphore, mais je pense que vous avez un peu compris où je veux en venir. Donc là, avec toute cette période d'infestation, vous doutez un peu de vous, vous vous posez des questions, donc vous faites un peu machine arrière, vous reculez un peu par rapport à l'état solide dans lequel vous vous trouviez jusqu'à présent, l'état où vous êtes sûr de vous, où vous n'avez aucun doute sur votre foi en Dieu, vous n'avez aucun doute sur vous-même. Et une fois que maintenant vous êtes
dans cette période un peu bancale, vient la deuxième étape. Cette étape, c'est l'étape de l'oppression. Cette étape porte très bien son nom car c'est pendant cette période-là que l'entité va chercher à asseoir son emprise et montrer de plus en plus violemment sa présence. C'est pendant cette étape que la personne victime de tout cela va commencer à ressentir un sentiment de solitude, peut-être même un sentiment de dépression. Les doutes vont être de plus en plus forts. Et tout ça parce que les événements auxquels la victime de l'entité va participer ne vont que être plus réguliers, voire plus violents. Pour vous donner une autre image, imaginez un clou qu'on plante dans une planche de bois. Au début, quand on commence à taper sur le clou avec un marteau, le clou a tendance à partir un peu dans toutes les directions. Ça, c'est l'étape de l'infestation. Par contre, une fois qu'on a tapé un petit peu plus sur le clou et qu'il est rentré dans la planche, on a juste à finir le boulot parce que le clou tient droit sur la planche et il suffit juste de l'enfoncer jusqu'au bout. Cette période-là, c'est l'étape de l'oppression. L'entité va continuer de montrer sa présence, cette fois-ci sans réellement se cacher. L'isolement de sa victime va être d'autant plus fort et l'entité ne va pas s'arrêter de tourmenter sa victime à ce moment-là. Elle, ce qu'elle veut, c'est enfoncer le clou dans la planche jusqu'au bout. Et quand le clou est dans la planche à 100%, là, on rentre dans la dernière étape, l'étape de la possession démoniaque. C'est à ce moment-là que la victime de l'entité est tellement vulnérable psychologiquement et même parfois physiquement que l'entité peut en prendre le contrôle. Elle prend le contrôle de cette personne afin de lui faire réaliser des actes parfois contre sa volonté, allant parfois jusqu'à des actes atroces, j'entends par là le meurtre. Chose qui est déjà arrivée dans l'histoire, si on y croit encore une fois évidemment, on en parlera un petit peu. Alors je parle d'actes atroces de meurtre, ça c'est vraiment dans le pire des cas. L'entité peut aussi posséder quelqu'un uniquement pour assouvir ses propres envies, ce qui ne va pas forcément jusqu'au meurtre. Là je vous ai donné les 3 étapes en vous expliquant plutôt généralement ce qu'il se passait dans chacune d'entre elles. Mais je pense que le mieux pour que vous puissiez vraiment voir comment se déroulent ces différentes étapes au fur et à mesure du temps, c'est de vous parler d'exemples que vous connaissez ou alors d'exemples très connus. Premier exemple que je vais vous prendre, ça va être l'affaire très connue de la poupée Annabelle. Pour rappel, je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais c'est une affaire où les Warren sont intervenus, d'ailleurs il y a eu des films à ce sujet-là. Anecdote d'ailleurs sur les films, aucun des films ne traite réellement de l'histoire que les Warren ont traitée. C'est toujours des histoires soit qui se passe avant, soit qui se passe après, mais il n'y a aucun film qui montre vraiment dans le détail l'enquête que les Warren ont fait par rapport à Annabelle. La parenthèse est terminée, je repars sur ce que je disais. J'aime bien des fois étaler ma culture comme ça. Après vous savez ce qu'on dit, hein. La culture c'est comme la confiture, moins on en a plus on l'étale. Est-ce que je me suis auto-clashé? Absolument. Annabelle, c'est l'histoire de 2 colocataires, 2 jeunes filles étudiantes dans le milieu de la médecine, c'était 2 étudiantes infirmières, et ces 2 étudiantes ont accueilli une poupée à leur domicile, une poupée Anne Raggedy, qui était un cadeau de la mère d'une des 2 étudiantes parce que elle savait que sa fille adorait les poupées. Jusque là tout va bien, mais la poupée a commencé à agir bizarrement, et c'était très subtil. Par exemple, elle semblait se déplacer de pièce en pièce, ce n'était pas visible directement, mais on l'a laissée dans la chambre, elle se retrouvait dans le salon. Ou alors, c'était encore plus subtil que ça, la poupée était posée, jambes écartées sur le lit. Quand les 2 jeunes filles revenaient le soir après avoir passé une journée à l'école, là la poupée avait les jambes croisées sans que personne n'y avait touché parce que personne n'était dans l'appartement. Avec le temps, les colocataires ont commencé à se dire qu'il y avait vraiment quelque chose d'étrange qui se passait, elles ont commencé à penser à quelque chose de paranormal, mais elles n'en étaient certes pas sûres, mais ce qu'elles ont fait là déjà, c'est accorder de l'attention à la poupée. Ça vous rappelle peut-être quelque chose que je vous ai dit il n'y a pas très longtemps. J'espère que vous vous en rappelez parce que c'était vraiment il n'y a pas longtemps. Donc là, peut-être que certains d'entre vous ont levé la main en disant c'est l'infestation. Oui, 2 points pour Gryffondor. D'ailleurs, les jeunes filles ont fait appel à une médium. Donc ça c'est limite le summum de l'attention. L'entité démoniaque a cherché à se manifester auprès des colocataires et ce n'est pas la poupée qui se manifestait d'elle-même, c'est bien une entité qui interagissait au travers de la poupée. Elle montrait en quelque sorte sa présence. Les 2 jeunes filles ne savaient pas dire quelle présence c'était. C'est par l'intermédiaire de la médium qu'elles en ont eu une idée. Et jusqu'à l'intervention de la médium, les 2 colocataires n'ont été victimes d'aucun événement violent. Ce n'était que des événements pour dire regardez, je suis là. C'est presque comme si l'entité cherchait à sympathiser avec ses victimes, entre guillemets, pour se faire accepter. Parce que de ce qu'on dit, de ce que j'ai pu voir dans mes recherches, pour qu'une entité rentre dans la phase de l'oppression, il faut qu'elle ait été acceptée, comme invitée chez soi. Et vous allez voir que c'est clairement ce que les 2 colocataires
ont fait. La médium a réussi à échanger avec un esprit qui se présentait comme celui d'une jeune fille, Annabelle. Il me semble que c'était une jeune fille de 7 ans qui était décédée et sa maison se trouvait avant là où a été construit l'appartement des deux colocataires. Touchés par l'histoire de cette fameuse Annabelle, les deux colocataires ont donc accepté qu'elle reste vivre avec elle et qu'elles interagissent ensemble au travers de la poupée. Il n'y a pas plus clair comme invitation à rester chez soi. C'est assez fascinant. Et peut-être que vous vous êtes posé une question. Moi, c'est une question qui m'a frappé et j'ai réussi à trouver une réponse à cette question. La question que je me posais, c'est mais cette poupée, si une entité cherche à interagir avec les colocataires au travers de la poupée, c'est qu'elle était attachée à la poupée. Oui, c'était bien le cas. Mais pourquoi la mère qui a offert la poupée à sa fille n'a rien vécu, n'a rien vu? Et si on remonte encore un peu plus, pourquoi la personne qui a vendu la poupée n'a rien remarqué elle aussi? C'est Ed Warren, au cours d'un témoignage qu'il a donné à une étudiante qui a donné sa théorie sur ça, c'est que clairement, ni la mère, ni le vendeur chez qui se trouvait la poupée initialement ne prêtaient d'attention à la poupée. Donc, pour l'entité, il était inutile de faire quoi que ce soit avec la poupée car ni la mère ni le vendeur n'y prêtaient attention. Alors que la jeune fille qui a reçu ce cadeau adorait les poupées. Elle s'en servait d'éléments de décoration, elle l'a placé sur son lit après l'avoir fait, donc là pour l'entité c'était une aubaine. Cette entité avait en face d'elle quelqu'un qui accordait une attention déjà naturelle à la poupée. Après la séance avec le médium, les deux jeunes filles reprennent le cours de leur vie et elles se sont elles-mêmes plongées dans la seconde étape de la possession, l'étape de l'oppression. Si je refais une métaphore, imaginez les étapes de la possession comme des zones avec des barrières. À chaque fois il faut qu'il y ait une action pour que la barrière s'ouvre. Entre la zone de l'infestation et la zone de l'impression, il faut que ce soit les personnes victimes qui invitent en quelque sorte l'entité pour ouvrir la barrière. Avec le médium, c'est ce que les deux colocataires ont fait. De plus, dans chacune des zones, quand l'entité franchit une barrière, elle a plus de pouvoir. Donc dans l'étape de l'oppression, l'entité avait plus d'influence que dans l'étape de l'infestation. Et c'est quelque chose dans le cas d'Annabelle qui s'est clairement remarqué. Effectivement, il y a eu de plus en plus d'événements, cette fois-ci bien visibles, et parfois même dangereux. Des objets lévités et tombaient lourdement sur le sol, une présence malaisante se faisait ressentir, et même le petit ami d'une des colocataires, Lou, sentait que quelque chose n'allait pas. On dit dans l'histoire que la poupée Annabelle, n'appréciant pas que Lou demande aux deux jeunes filles de se débarrasser de la poupée, l'a attaquée, laissant par exemple des traces de griffures sur son corps. Vous voyez par exemple cette interaction physique, l'impact sur le corps, c'est quelque chose que l'entité n'a pas pendant la période d'infestation. Il y avait un énorme sentiment d'insécurité, de surveillance constante, ce qui crée un sentiment d'oppression, ce qui donne en fait le nom à cette étape. J'espère que vous comprenez un peu le truc. Enfin, on vient à l'étape de la possession. Dans le cas d'Annabelle, on n'est pas allé jusque-là. On était limite, mais juste avant qu'on en arrive là, le couple Warren est intervenu. Vous connaissez peut-être l'histoire, si vous ne la connaissez pas, je vais la faire courte. Les Warren ont organisé un exorcisme, ils ont pris la poupée et ils sont partis. Mais qu'est-ce qui aurait pu se passer si on était allé jusqu'à l'étape de la possession? Clairement, selon ce que Ed Warren a dit pendant son témoignage à la même étudiante que j'ai cité un peu plus tôt, il y aurait, sans intervention des Warren, probablement eu un mort. Pour lui, Lou se serait fait posséder, car il était le plus victime des agressions physiques de la poupée, et il aurait assassiné une des colocataires. Vous voulez peut-être un peu plus de concret, donc ce que je propose c'est qu'on traite une autre affaire, une autre aussi qui a été traitée dans les films Conjuring, le 3 si je dis pas de bêtises, je préfère rester dans les trucs que tout le monde peut un peu connaître. On a fait Annabelle, là on va faire l'affaire de Arne Johnson. Donc si je dis pas de bêtises, c'est Conjuring 3, le diable m'a poussé à le faire. Vous avez vu la référence? Comme pour Annabelle, petit rappel du contexte. Arne Johnson et sa petite amie, Debbie Glatzel, un jeune homme et une jeune femme fous amoureux l'un de l'autre, c'est beau, décident d'emménager dans une maison. Cette maison a une particularité, il y a un puits dans le jardin qui semble comme scellé. Un jour, alors que le couple nettoyait la bâtisse pour se préparer à y emménager, ils étaient accompagnés du jeune frère de Debbie, David, et ensemble ils ont remarqué dans la chambre à coucher un lit composé d'un matelas à eau. Le couple s'est amusé un peu en sautant dessus, mais David lui était un peu perplexe. Il se sentait mal à l'aise en voyant ce fameux matelas. C'est là qu'on rentre dans la première étape qui est l'infestation, bien joué, 3 points pour Serpentard. Un peu plus tard, le malaise de David s'est confirmé. Il nettoyait seul le sol de la chambre où il y avait le fameux matelas, et là, un homme fantomatique lui est apparu, il l'a poussé sur le matelas et lui a crié « Méfiez-vous ». Je vais pas vous refaire tout l'historique de tout ce qui s'est passé, etc. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien en description. Certes la vidéo date donc je vous ferai toujours un petit rappel mais ce sera pas aussi détaillé. David, à partir de la rencontre avec ce fantôme, voit son comportement radicalement changer. Il est comme tourmenté par
une force inconnue. Il voit des choses, il dit des obscénités, il crie la nuit, il pleure. Clairement, il vit en fait un enfer. Un prêtre est venu sur place chez lui pour bénir la maison, ce qui n'a eu aucun effet. Ensuite, c'est les Warren qui sont venus et eux ont été témoins d'événements étranges liés au petit David. Le petit est étranglé, totalement maintenu contre un mur sans qu'il puisse bouger. Et Lorraine a dit, en parlant de la fameuse maison, qu'il y avait une tension palpable dans la maison. Pour elle, il y a pas un, mais plusieurs démons qui s'y trouvent, dont une qui est particulièrement puissante, qui a été appelée la Bête. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vous vous dites là ça part en cacahuète, les Warren font ci, ils sortent un crucifix et puis ça part, tout le monde est projeté au plafond. Non, les Warren ne font rien. Rien ne se passe vraiment pour aider le petit David. Il y a eu quelques exorcismes, tout petits, qui n'ont eu aucun effet, mais une des personnes étant au cœur de la situation, elle décide de prendre les choses en main. Arn Johnson parlait au petit David et il lui a dit que les démons venaient du puits qui se trouvait derrière la maison où Arn devait emménager avec sa petite amie. On sait que Arn s'y est rendu, mais ce qui s'est passé là-bas, c'est un mystère. À la vue de la suite des événements, on ne peut que spéculer sur ce qui se serait passé. On peut spéculer sur le fait que Arn aurait en fait lancé un défi au fameux démon qui viendrait du puits. Il n'a pas montré un énorme respect aux démons, ceux qui faisaient de la vie du petit David un enfer. Et ce que Arn ne savait pas en faisant ce genre de choses, c'est qu'il ne faut jamais provoquer un démon parce qu'il va nous le rendre forcément. Dans le cas d'Annabelle, une fois que toute l'histoire était passée, Ed Warren a rencontré un prêtre et le prêtre a pris la situation à la légère. Il a vu la poupée, il l'a prise dans ses mains, il l'a secouée en disant « de toute façon toi t'es qu'une poupée ». Le prêtre, en rentrant chez lui derrière cette rencontre, a failli mourir. Je crois que c'est parce que ses freins avaient lâché ou quelque chose comme ça alors que sa voiture normalement fonctionnait parfaitement. Et donc Arn, en provoquant les démons, a en quelque sorte invité ces derniers à rentrer dans sa vie. On rentre donc maintenant dans la deuxième étape, l'étape de l'oppression. Pourquoi ? Parce que Arn a donné le maximum d'attention possible aux démons. Il a en fait clairement validé le fait qu'ils étaient là. Comme dans l'histoire précédente, les deux colocataires ont validé le fait qu'il y avait une entité qui était là. La petite Annabelle qui n'était pas la petite Annabelle. Après donc ce passage au puits, Arn devient la victime de visions. Il a l'impression de voir le diable. Son comportement change. Effectivement, de base, il était plutôt calme, plutôt poli, et il se transforme en quelqu'un avec des tendances agressives. Je tiens à dire que le petit David n'a pas été épargné lui non plus. Il a continué lui aussi d'être la victime d'événements étranges. Ce n'est pas parce que Arn est allé au puits que direct les démons se sont dit David on le laisse et on s'attaque à Arn. Non, les démons se sont dit tu veux faire le malin, on va prendre le petit David et toi. Petit à petit, progressivement, Arn transite vers le passage de la possession. Il rentre dans des transes, il grogne, il assure apercevoir une bête. Vous voyez bien, Arn est mis à mal psychologiquement et physiquement. Les événements inquiétants continuent, jusqu'au moment où on arrive vraiment pleinement dans la phase de possession, qui fait commettre à Arn Johnson un crime. L'un des pires actes existants sur Terre. Il assassine un homme du nom de Alan, le patron d'un magasin de toilettage où Debbie, sa petite amie, travaillait. Arn a été arrêté, donc il y a eu procès. Les Warren ont demandé à l'avocat de Arn Johnson de plaider la possession, que le diable l'avait possédé, chose qui était une grande première à l'époque. Personne n'avait jamais dit j'ai fait un meurtre parce que le diable m'a poussé à le faire. Néanmoins, la cour, s'appuyant sur des faits et pas sur des choses spirituelles, sur le paranormal, condamne Arn Johnson. Ils ne prennent pas en compte du tout le fait qu'il ait pu être possédé, et donc Arn est condamné à la prison pour homicide involontaire. C'est au bout de 5 ans qu'il est sorti pour bonne conduite. Je parlerai d'autres événements de cette histoire sur la partie faits et sceptique. Je fais une petite pause vite fait parce que je me doute que ceux qui ne croient absolument pas au paranormal, vous êtes pas très bien. Vous êtes peut-être un peu en train de trembler parce que là je balance que des trucs spirituels. Attendez un petit peu, soyez patient, votre patience sera récompensée. Je le rappelle, là on prend vraiment tout d'un point de vue strictement paranormal, sans remettre en doute la parole de qui que ce soit. Le doute viendra plus tard. Et faites-moi confiance, pour ceux qui sont sceptiques vis-à-vis de tout ça, vous aurez vos réponses. Si on revient à notre cas de possession, là on a un cas qui a emmené vraiment à la pire des finalités, c'est-à-dire le meurtre de quelqu'un. C'est ce qui aurait pu se produire avec la poupée Annabelle, selon ce qu'affirme Ed Warren, s'il n'y avait pas eu intervention des démonologues et de l'église. Donc vous voyez bien que ce ne sont pas des événements à prendre à la légère. Ce n'est pas un événement qu'on peut toujours oublier parce que ça peut avoir un réel impact sur la vie, comme ça l'a été pour Arn Johnson. Selon Ed Warren, il n'y a qu'une chose à faire si on remarque qu'une entité cherche à se manifester dans l'optique de nous posséder, fuir. Mais il assure que on a beau fuir où on veut,
ça réglera pas forcément le problème à 100%. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est s'occuper de ce qu'il se passe dès l'étape de l'infestation. Parce que si on rentre dans le stade de l'oppression, là, il est déjà en fait quasiment trop tard. Mais est-ce que si on arrive à la fin de l'oppression, et même dans le cas de la possession, c'est fini? Non, il reste toujours certains recours qui sont possibles, et l'un d'entre eux, c'est l'exorcisme. Et généralement, c'est la seule et unique option envisageable. Dans le cas de la poupée Annabelle, il n'y a rien de spectaculaire. Pas de chaise qui s'envole, Ed Warren n'a pas été projeté au plafond, il n'y a pas un démon qui a essayé d'étrangler quelqu'un. Non, il y a eu seulement quelques mots, quelques actions, par exemple une bénédiction des lieux, une prière, et c'est tout. Et ces gestes étaient à reproduire sur le long terme. Pas forcément dans la maison, mais autour de la poupée. Ed Warren a par exemple construit la fameuse boîte où est logée la poupée Annabelle, boîte que vous connaissez sûrement et je vous la mets si jamais vous ne savez pas. Et chacun des matériaux utilisés pour construire la boîte a été béni et chaque semaine un prêtre venait pour bénir la boîte et justement faire en sorte qu'Annabelle ne pète pas un câble. Et Ed Warren a dit que depuis que la poupée était dans la boîte, elle n'en est jamais ressortie. Il ne sait même pas si le démon qui était attaché à la poupée l'est encore. Personne ne peut prévoir la prochaine action d'un démon, ça se trouve il s'est attaché à un autre objet, ça se trouve il a hanté d'autres personnes, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas sûr justement que le démon soit encore là qu'il faut s'amuser à le provoquer. Comme je vous l'ai dit, ça peut être quelque chose de dangereux, comme le prêtre qui avait manqué de respect à l'entité qui possédait Annabelle et qui a failli voir sa vie s'arrêter précipitamment alors qu'il conduisait. Brisons tout de suite quelques idées reçues, un exorcisme ne tue pas un démon qui possède quelqu'un. Dans les films, ce qu'on peut voir quand il y a exorcisme, c'est que ça permet de libérer la personne qui est possédée et le démon ensuite n'existe plus. Dans la réalité, ce n'est pas le cas. Dans la réalité, ça libère la personne possédée, mais le démon, lui, est toujours bien là. Ça permet de le chasser, mais il peut toujours hanter quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre et reproduire le même schéma si jamais il est invité à le faire. Si on reprend l'exemple de Annabelle, si l'entité a été chassée et qu'il va dans une autre famille et qu'il décide de hanter une boîte à musique, des personnes qui n'ont jamais entendu l'histoire pourraient se dire tiens peut-être qu'il se passe quelque chose, une médium arrive et dit c'est une petite fille et hop le schéma se reproduit. C'est ça qui est très complexe justement dans les cas de possession, c'est qu'il n'y a jamais réellement de fin à ce qu'il se passe. En plus, parfois un exorcisme n'est pas utile s'il y a possession. Le démon peut décider de déposséder une personne de sa propre volonté. Ça a été le cas pour Art Johnson. Une fois que le démon lui a fait commettre quelque chose d'horrible, donc le meurtre, Arn n'a plus eu de problème par la suite. Aujourd'hui, il va très bien et il n'a pas des phases de transe où il est justement possédé par un démon et il cherche à tuer quelqu'un. Vous l'avez compris, les cas de possession sont quelque chose de très complexe, de très effrayant et clairement la meilleure chose à faire si on commence à apercevoir certaines choses, c'est de ne pas y prêter attention. Ou en tout cas pas plus que de raison. Mon conseil, si vous essayez d'entrer en contact avec un esprit que vous pensez être chez vous, ne lui dites pas qu'il peut rester. D'ailleurs, petit point, pour tous les amateurs de planche de Ouija, si vous essayez de rentrer en contact avec un esprit au travers du planche de Ouija, vous cherchez à rentrer en contact avec lui. C'est pas l'inverse. Donc automatiquement, vous transmettez une invitation à une entité. Grosso modo, ce que je vais vous dire, et je ne vous le souhaite pas, c'est que si jamais vous êtes victime d'événements étranges, troublants, je l'espère pas, mais dangereux, à la suite d'une expérience réalisée avec une planche de Ouija, vous en seriez en fait probablement responsable. Et sachez qu'il y a certaines personnes qui aident justement à se sortir de ce genre de situation, n'acceptent pas d'aider des personnes qui se sont mises elles-mêmes dans ce type de situation en sachant pertinemment ce qu'elles faisaient. Donc si jamais vous souhaitez jouer avec le feu, sachez que ça vous risque et péril. Je préfère vous mettre en garde, on sait jamais. Je vous ai présenté jusqu'à présent des cas de possession, des cas paranormaux très connus pour vraiment illustrer mes propos avec des choses que vous connaissez. Là, je vais vous présenter des cas, un peu comme quand je raconte des threads d'horreur, mais des cas qui sont assez différents les uns des autres. Tous n'ont pas été traités par les Warren, et vous verrez qu'il y a autant de cas de possession possibles que de démons existants. Car oui, tous ne vont pas provoquer les mêmes effets. Pour la petite anecdote, je pense que je traiterai ça dans une autre vidéo. Après, c'est pas vraiment une histoire de possession, c'est plus une histoire de folie. Mais j'ai appris que dans une certaine secte, il y a un moment, on pensait que si par exemple quelqu'un était en surpoids, c'est qu'il était possédé par un démon qui était glouton, qui aimait bien manger. C'est quelque chose qui a été dérivé vraiment à l'extrême malsaine, c'est-à-dire que si par exemple on considérait que vous étiez, je ne sais pas, un homme efféminé, on considérait que vous étiez possédé par un démon
qui aimait avoir des relations intimes avec des hommes, et donc on vous envoyait directement dans un camp pour vous exorciser d'une manière extrêmement violente, à base de torture comme par exemple une chaise électrique. Évidemment, ce n'était pas du tout des cas de possession, là je vais vous parler de cas réels de possession. Je vais vous en présenter 3. Le premier, c'est un cas qui a été raconté par les Warren, et les autres, ce sont des cas que j'ai trouvés sur internet qui ont été partagés par des personnes lambda comme vous et moi. On va commencer par le cas présenté par les Warren. Cette histoire est une histoire qui est considérée comme vraie, en tout cas à considérer comme vraie. Je sais qu'il y en a qui y croient pas, calmez-vous. Je vous ai dit, patience. Vous allez avoir un moment où vous allez pouvoir relâcher tout ce que vous avez à dire. Et si vraiment vous en tremblez, écrivez-le dans les commentaires, ou défoulez-vous sur le bouton j'aime. L'histoire, c'est l'histoire de Patricia et de Henry. Un homme et une femme qui se sont rencontrés en 1978 à la faculté quand ils étaient étudiants. Ils sont tombés profondément amoureux, c'était l'amour fou. Si fou que 2 ans après, le couple s'est fiancé. Il faut savoir que Patricia était américaine mais pas Henry. Lui il était suisse donc sa famille vivait en Suisse. Donc Patricia n'avait pas encore rencontré sa belle famille. Et sachant qu'il y avait un mariage à l'horizon, il aurait peut-être été bon de rencontrer les parents et les frères et sœurs de son futur mari. Un voyage est donc organisé, un voyage qui met Patricia en joie. Elle n'a qu'une hâte de rencontrer la famille de l'homme qu'elle aime, sauf que, une fois sur place, ça ne se passe pas vraiment comme prévu. Quand elle rencontre la famille de son fiancé, elle se sent extrêmement mal à l'aise mais elle ne sait pas pourquoi. Henry avait de nombreux frères et sœurs, et Patricia se sent mal à l'aise vis-à-vis de une personne en particulier, une des sœurs de Henry du nom de Jeanne. Une sœur qui était très possessive vis-à-vis de ses frères car elle ne voulait qu'aucun d'entre eux ne se marie et, détail qui a son importance, ou pas, peut-être pas, Jeanne était quelqu'un qui était passionné par le domaine de l'occulte. Le séjour en Suisse en soi, mis à part cette rencontre malaisante, c'est sur le papier bien passé, mais il y a eu 2 événements qui ont fait tourner ce voyage qui devait être un voyage très agréable, un voyage cauchemardesque. Le premier événement, c'est que Patricia a échappé à la mort de peu car une voiture lui est rentrée dedans, ce qui l'a projetée contre un mur. Heureusement, elle a survécu. Deuxième événement tragique, c'est que peu avant le retour du couple aux États-Unis, le petit frère de Henry est venu le voir et le lendemain, il s'est donné la mort. Il s'est tiré une balle dans la tête. Il avait réalisé son acte dans la maison familiale qui se trouvait dans un ancien presbytère avec un vieux cimetière. Après cet événement tragique, la maison a été démolie, l'église fermée. En gros, l'endroit était interdit d'accès. Le voyage a donc subi moult rebondissements. Le couple était très heureux de rentrer aux États-Unis et une fois rentré, là, Patricia et Henry se sont mariés. Tout s'est bien passé. Enfin, le couple pouvait vivre ensemble, mener une belle vie remplie d'amour, sauf que le destin en a décidé autrement. Henry était quelqu'un qui avait une excellente carrière professionnelle. Il était ingénieur, il était reconnu de par ses pairs dans son milieu, il gagnait bien sa vie, enfin vraiment tout était parfait. Et donc étant quelqu'un de reconnu et de très compétent, on lui a proposé une opportunité professionnelle là d'où il vient, en Suisse. Ne voulant pas peut-être échapper à côté d'une belle opportunité, Henry s'est rendu en Suisse pour étudier justement ce qu'on lui proposait. Rappelez-vous, sa famille vit en Suisse, donc il s'est dit que tant qu'à faire, tant qu'à être là-bas, autant leur rendre une petite visite. Il a donc contacté sa sœur, Jeanne, qui a accepté de le voir, mais elle lui a fait une demande étrange. Avant d'aller la voir, il devait consommer énormément de fromage. Henry, adorant le fromage, s'est exécuté, il l'a fait. Il s'est rendu chez sa sœur, et à son arrivée, sa sœur lui a donné une boisson aux herbes, qu'Henry a dégusté. Sauf qu'après, c'est le trou noir. Il ne sait pas ce qu'il s'est passé, il s'est réveillé, il a appelé sa femme Patricia en panique, disant que sa sœur et son petit ami, qui lui aussi était passionné par le domaine de l'occulte, étaient partis. Il ne savait pas ce qu'il s'était passé, et Patricia était un peu sous le choc parce que c'était la première fois qu'elle entendait son mari aussi tourmenté. Normalement, c'était un homme qui était plutôt sûr de lui, qui était plutôt confiant, et là, il était quasiment en panique. Le couple a raccroché, Patricia, inquiète, a décidé de rappeler plus tard son mari, et cette fois-ci, son mari n'était plus du tout en panique, mais il était plutôt excité. Excité dans le sens olé olé. Ce qu'il voulait, maintenant qu'il avait de nouveau sa femme au téléphone, c'était en gros se chauffer un petit peu par téléphone, faire du téléphone rose. Il a commencé à avoir un langage très cru, dire des obscénités, ce qui a énormément troublé Patricia à tel point qu'elle lui a raccroché au nez. La veille du retour d'Henry aux États-Unis, sa sœur lui a dit qu'il devrait peut-être aller voir un psychologue pour parler un petit peu comme ça, parler de la mort de son petit frère, faire un petit bilan de vie quoi. Henry, faisant confiance à sa sœur, est allé voir la psychologue qui lui avait été recommandée et le rendez-vous s'est passé d'une manière assez particulière. En tout cas, j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'une psychologue avait fait ce genre de choses. Pendant le rendez-vous, la psychologue a soufflé quelque chose dans les narines de Henry. Quelque chose qui lui a fait se sentir
très puissant, comme s'il pouvait déplacer des montagnes, porter des voitures. Patricia pense qu'en fait, elle lui a fait inhaler de la drogue, tout simplement, mais laquelle? Aucune idée. Henry a raté son vol. Il est donc retourné voir sa sœur qui travaillait dans un hôpital pour lui demander une sorte de justificatif à un document qui atteste que Henry a raté son vol pour raison médicale, ce qui lui permet de prendre le vol qui suit pour rentrer chez lui. Il a eu le papier sans difficulté, il a pris son avion, mais il n'est pas rentré directement aux États-Unis. On l'a débarqué à Paris parce qu'apparemment il avait un comportement totalement inconvenant pendant toute la durée du vol de la Suisse à Paris. Il dérangeait les passagers, l'équipage, tellement qu'ils ont été obligés de le virer de l'avion. Finalement, il a pu rentrer chez lui aux États-Unis, Patricia l'a récupéré et elle a été surprise de le retrouver dans l'état dans lequel il était. Il était plutôt actif, comme s'il n'était jamais fatigué, mais là, elle avait l'impression de retrouver un homme de 90 ans qui n'arrivait pas à se déplacer. Il marchait extrêmement lentement et il avait l'air épuisé. Ce n'est pas la seule surprise que Patricia a eue. Le couple était dans la voiture, Henry a pris le volant. Normalement, c'était un homme qui conduisait plutôt prudemment et là, il prenait des risques inconsidérés, il ne respectait presque pas le code de la route. Et alors qu'il conduisait, il a dit à Patricia qu'il devrait divorcer, alors que 2 semaines avant, c'était l'amour fou. Il dit que ça ne va pas, qu'il a rencontré une femme dans un bar, qu'il est allé dans son appartement et qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Patricia était sous le choc, elle ne comprenait absolument pas comment son mari avait pu changer du tout au tout. Comment passer d'un homme attentionné, aimant, à un homme qui n'en a rien à faire de son mariage. Donc elle pense qu'il s'est passé quelque chose, notamment avec la boisson que la sœur de Henry lui a fait boire, mais quoi, elle ne sait pas. Le couple a très peu parlé, forcément ça jette un certain froid de dire je veux divorcer, mais le lendemain, Patricia a échangé de nouveau avec Henry et là il lui a raconté une expérience assez troublante. Il lui a dit qu'il était allé rendre visite à son frère au cimetière, qu'il était allé lui rendre ses hommages, mais qu'il sentait comme une présence, il ne se sentait pas seul. Il a décidé de ne pas y prêter plus attention que ça, et c'est en retournant dans sa voiture de location que là, le malaise qu'il sentait s'est amplifié. Il a voulu tourner son regard en direction de là où venait son malaise, et il dit qu'il a vu le diable. Et il est sûr que c'était le diable, parce qu'à ce moment-là, le compteur de vitesse indiquait 666 km/h. Donc, soit effectivement il a vu le diable et le diable lui a fait un signe, soit Henry roulait extrêmement vite. Je ne sais même pas si sur le papier c'est possible d'aller à cette vitesse-là. Patricia, en entendant cette histoire, se repose la question de « mais qu'est-ce qu'il y avait dans la fameuse boisson aux herbes que sa sœur lui a donnée ?» Et c'est une question à laquelle elle n'aura jamais de réponse. Parce que c'est à partir du témoignage étrange qu'a fait Henry à ce moment-là que son comportement va de nouveau drastiquement changer. Il était constamment terrifié. Il se posait la question de comment il allait faire pour se débarrasser de tous les fantômes qui rôdaient autour de lui. Il devenait violent à tel point que ça lui a fait perdre ses emplois. Étant reconnu, il en a retrouvé un plutôt facilement, mais il s'est encore une fois montré agressif vis-à-vis de son patron, et même ça aurait pu finir de manière dramatique, car tellement la dispute avec le patron était violente que le patron a fait une crise d'asthme. Crise d'asthme, ça peut causer la mort de quelqu'un quand c'est très violent, et Henry a assisté à la scène, et la seule chose qu'il a fait, c'est s'en aller tranquillement comme si il n'y avait pas un homme qui était peut-être en train de mourir devant lui. Généralement, dans ce genre de situation, la personne victime de hantise ou de possession n'est pas la seule victime, ses proches aussi souffrent de la situation, et ça a été le cas pour Patricia. Quand Henry a été licencié du coup de l'emploi où il a eu sa dispute avec le patron, il est rentré à pied chez lui, et quand il est rentré, il a dit à sa femme Patricia que toutes les femmes qu'il avait croisées dans la rue, il les avait regardées vraiment de haut en bas, qu'elles étaient toutes magnifiques, presque des mannequins, et que Patricia devrait faire un peu attention pour essayer de leur ressembler. Il rentrait constamment dans la provocation, il la rabaissait, il n'arrêtait pas de lui dire qu'il la trompait. Mais au-delà de ça, il avait aussi un comportement incompréhensible, il parlait dans des langues inconnues, pas de l'anglais, et Patricia comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a un sens logique, elle se dit qu'on ne passe pas d'un état A à un état B en un claquement de doigts. Donc, elle décide de l'emmener aux urgences. Et le diagnostic des médecins est sans appel. Henry est un danger pour lui et pour les autres. Donc, il est interné en hôpital psychiatrique. D'où il a réussi à s'échapper une fois. Il a été rattrapé par la police, qui l'a interné de nouveau. L'anecdote de son évasion est amusante. En gros, il était menotté et il a dit qu'il devait aller aux toilettes et donc on lui a enlevé ses menottes pour qu'il puisse aller uriner et c'est pendant cet intervalle-là qu'il a pris la fuite. Lors de son nouvel internement, quand il a été rattrapé, on a réalisé de nouveaux examens sur Henry et un nouveau diagnostic est tombé, plus complet que juste il est dangereux. Henry est diagnostiqué comme bipolaire. On lui fait donc un traitement qu'il doit prendre
à sa sortie. Au bout de 3-4 jours, il sort de l'hôpital psychiatrique. Patricia est allée le chercher et directement, elle l'a emmené pour aller à la pharmacie et chercher les fameux médicaments qu'Henri devait prendre. Alors que Patricia attendait à la caisse, Henri s'est faufilé pour sortir du magasin. Patricia, inquiète, a réussi à le retrouver. Il était dehors tranquillement en train de lire un magazine sur un sujet qui ne l'a jamais intéressé. Donc elle a trouvé ça surprenant, mais ses interrogations ont été coupées par une femme qui est venue la voir en se plaignant, en disant que Henri avait essayé de lui faire des attouchements. Il avait essayé de caresser son entrejambe en passant sa main sous sa jupe. La police a été appelée. Patricia a réussi à calmer la situation en disant qu'Henri était bipolaire, qu'il devait suivre un traitement, mais qu'il venait de sortir de l'hôpital et donc qu'il n'avait pas encore pris ses médicaments. Et l'affaire n'est pas allée plus loin que ça. Les jours ont continué à passer et malgré le traitement d'Henri, son comportement n'a fait qu'empirer. Le traitement n'avait aucun effet. D'abord, il semblait être la victime de quelque chose qui l'effrayait, mais au fur et à mesure du temps, la source de l'horreur, ça devenait lui-même. Il disait des choses horribles, comme « je veux te voir toi » en parlant de Patricia, et les enfants, dans la rue morts ou sans argent. On peut comprendre que c'est quelque chose de terrifiant quand ton mari te sort ce genre de choses. De plus, Henri grimpait au mur, il fonçait volontairement sur les gens, qu'ils soient à pied ou en voiture, et c'est pendant un jour qui était presque normal, qu'Henri a annoncé à sa femme qu'il sentait un nuage noir maléfique s'approcher. C'est en voyant tout ce qu'il se passe que Patricia se dit qu'elle a affaire à plus qu'un simple problème mental, entre guillemets. Je dis simple problème mental, mais c'est pour dire que ça va au-delà de ça, mais qu'elle a en fait affaire à quelque chose de paranormal. Elle décide donc d'aller voir un prêtre dans une ville voisine. Le prêtre a béni Henri et il s'est mis à hurler de douleur en disant que l'eau bénite le brûlait. Il y a eu plusieurs rencontres et à chacune des rencontres, il se passait des choses totalement incompréhensibles. Par exemple, à la 3e rencontre, Henri s'est déshabillé devant le prêtre alors qu'il y avait sa femme et ses enfants à côté, et il a commencé à se tripoter, debout sur une chaise. Le prêtre lui a alors demandé qu'est-ce qui le poussait à agir de la sorte, et Henri a répondu avec un sourire que c'était sa sœur et son petit ami. Il a ajouté ensuite, toujours avec un énorme sourire, qu'il comptait tuer sa famille parce que s'il le faisait, Satan lui a promis une vie de débauche jusqu'à l'éternité. Après avoir entendu tout ça, déjà que c'était pas la joie au domicile, maintenant c'est la peur constante. Le comportement imprévisible d'Henri provoque l'effroi dans le cœur de Patricia, mais aussi dans celui de ses enfants. Il s'enfuyait la nuit, il s'enfuyait dans des clubs de striptease, il revenait avec son pantalon à l'envers, il sortait des cassettes de films pour adultes de son slip, littéralement. Et alors, attention, si vous êtes sensible, ce que je vais dire là, va falloir le passer. Je vais vous passer un timecode pour que vous puissiez passer ce que je vais dire, parce que je vais parler de quelque chose qui touche un peu aux enfants, donc je préfère vous prévenir. Henri forçait ces deux jeunes filles, âgées de 11 et 7 ans, à regarder des films pour adultes avec lui. Il se tripotait devant les films avec ces deux filles à ses côtés et il invitait les deux fillettes à faire comme lui. D'après les sources que j'ai, il n'y a à aucun moment mention d'abus. Ce que je sais par contre, c'est que Patricia a assisté à cet événement. Elle n'a pas laissé la scène se dérouler dès qu'elle est tombée dessus, elle est intervenue et elle a ensuite fait très attention à ne pas laisser ses filles avec son mari. Elle surveillait constamment Henri suite à cela et a raison, comme je suppose, vous en conviendrez. À la suite de cet événement, Patricia a emmené Henri de nouveau chez un psychologue et le psychologue a confirmé le pire. Il ne peut rien faire car ce qu'il se passe avec Henri est quelque chose qui le dépasse. C'est paranormal. Patricia est déboussolée, elle ne sait pas à qui faire appel. Henri continue d'avoir un comportement étrange. Il s'enferme dans la salle de bain, dans le noir. On l'entend dire des choses comme « Quels sont vos ordres, maître ?» Et il commence petit à petit à vouloir attenter à la vie de Patricia. À chaque fois sans succès, mais c'est pour dire, Patricia, quand elle voulait aller se coucher, rentrait dans la chambre et elle trouvait Henri caché. Et il avait, par exemple, parfois connecté des fils électriques aux barreaux en métal du lit. Donc si Patricia ne l'avait pas vu et qu'elle était allée se coucher tranquillement, elle aurait été électrocutée. Autre événement dangereux, Patricia a déjà été réveillée car elle se faisait étrangler pendant la nuit par son mari. Et c'est au moment où elle a ouvert les yeux que là, son mari s'arrêtait et se recouchait comme si de rien n'était. Henri continuait de dire des choses sinistres vis-à-vis de leurs enfants. Il disait qu'il allait les tuer et qu'il allait se passer quelque chose de dramatique à Halloween. Finalement, il ne s'est rien passé à Halloween et c'est début novembre que finalement Patricia, en contactant un prêtre, a réussi à avoir les coordonnées de Ed et Lorraine Warren. Les Warren lui ont répondu que son mari était en phase de possession et que l'oppression démoniaque, c'est-à-dire la phase 2 de l'étape de la possession, l'affectait elle aussi,
c'est-à-dire que si elle continuait dans cette voie-là, elle aussi se ferait posséder. La seule solution envisageable était que Patricia et ses enfants s'éloignent de Henry jusqu'à ce que le problème soit résolu. Patricia n'a pas écouté les conseils des Warren parce qu'elle ne voulait pas séparer sa famille, mais un autre incident est survenu. Le chien de la famille, un chien habituellement adorable et très câlin, a attaqué le plus jeune des garçons. Il l'a mordu au visage et alors que le petit criait de douleur, Henry qui se trouvait dans la pièce s'est mis totalement nu et a commencé à danser devant lui en riant. Le fils a été hospitalisé, Henry de nouveau interné. L'internement a semblé montrer quelques aspects positifs car pendant un temps Henry ne s'est pas montré sous ce visage étrange, agressif, mais il n'était pas non plus revenu dans son état normal. Il était comme lobotomisé. Il ne savait plus faire des tâches très simple, alors que initialement il était très indépendant. Par exemple, il ne savait plus manger avec une fourchette. Par contre, ce qu'il pouvait toujours bien faire, c'est grimper à des poteaux électriques ou grimper sur les murs. Un jour, il a dû être opéré pour une hernie. L'opération a eu lieu et une des infirmières est allée voir Patricia après l'opération pour lui dire que en soi l'opération s'est bien passée mais que le comportement d'Henry lui avait été très étrange. Il avait été très violent. C'est pour dire, elle a avoué n'avoir jamais vu un visage aussi déformé par la haine. Henry était devenu très solitaire, il ne s'occupait pas de sa femme, ni de ses enfants, ses goûts avaient changé, habituellement il n'aimait pas du tout les burgers et les frites, là il adorait ça, il ne mangeait que ça, ce qui fait qu'il avait pris énormément de poids. Patricia était totalement désemparée, les rendez-vous médicaux n'avaient rien donné, les rendez-vous religieux non plus, donc elle a décidé de s'adresser une nouvelle fois aux Warren dans une lettre. Chers Ed et Lorraine, la dernière fois que nous nous sommes parlé, vous m'avez mis en garde, soulignant que mon mari pouvait être dangereux et s'en prendre à nous. J'ai essayé de trouver de l'aide, mais personne n'a voulu me croire, à part un guérisseur. La créature maléfique qui possède mon mari repousse cette personne, qui ne se décourage pas. Elle dit que Jésus est plus fort que l'enfer, et qu'elle en viendra à bout. Mon mari a quelque peu repris ses esprits, mais quelque chose le tourmente encore. Connaîtriez-vous un véritable exorciste ? C'est Ed Warren qui a répondu à la lettre de Patricia, lui disant qu'il ne pouvait pas aider Henry, parce que Henry ne voulait pas être aidé. Il explique qu'en fait, dans les cas de possession, pour qu'un exorcisme fonctionne, il faut que la personne qui est possédée souhaite ne plus l'être. Et dans le cas d'Henry, ce n'est pas vraiment le cas. Intérieurement, il doit considérer qu'il n'est peut-être pas possédé ou ne pas croire en sa possession, mais il ne veut pas recevoir d'aide de la part des Warren ou de prêtres, en tout cas de personnes capables de réaliser un exorcisme, et qu'en fait, ça ne servirait clairement à rien. Et si justement Henry n'accepte pas de recevoir de l'aide de la part de quelqu'un pour réaliser un exorcisme, qu'il n'ait pas cette volonté-là, Ed Warren dit que la voie qu'Henry emprunte sera probablement une voie où la mort se trouve au bout du chemin. Finalement, la situation étant trop ingérable, Patricia a décidé de quitter son domicile avec ses enfants et de ne plus vivre avec Henry. Voilà ce qu'elle a écrit dans une nouvelle lettre qu'elle a adressée aux Warren. Il m'est difficile d'écrire ces mots, mais j'ai peur. Peur que mon mari ne soit toujours pas libéré du mal. Chaque jour, je me réveille paniqué en me rappelant l'expérience que j'ai vécue. J'aimerais que toute l'histoire ne soit qu'un mauvais rêve. J'ai maintenant besoin de médicaments pour les battements irréguliers de mon cœur, une conséquence du traumatisme. Je m'inquiète sans arrêt pour mes enfants. Henry ne vit plus avec nous depuis presque un an. Je le vois tous les week-ends. Dernièrement, nous avons visité une église et allumé une bougie. Je pense que je devrais essayer de l'oublier. Je crois que Jésus m'y aidera, pour le bien de mes enfants. J'ai parlé au prêtre qui a célébré la messe pour la naissance de Padre Pio, mais il m'a dit qu'il n'était pas un expert en la matière. C'est pourquoi je dois trouver quelqu'un qui le soit. Puisse Jésus, tous les anges et tous les saints vous aider dans votre travail, et l'Esprit Saint vous éclaire à jamais. Cette lettre est la dernière qui a été envoyée par Patricia. Personne ne sait, que ce soit les Warren ou qui que ce soit d'autre, ce qu'est devenu Patricia, Henry et leurs enfants. Le nouveau témoignage que je vais vous partager est un témoignage qui a été présenté sur Quora. Quora est une plateforme où les gens posent des questions et les gens y répondent directement. La question qui a été posée par rapport au témoignage que je vais vous présenter est la question: avez-vous déjà été victime de possession démoniaque? Et voici la réponse qui a été postée par une femme. Oui, je suis actuellement aux prises avec une possession démoniaque et il a été démontré qu'il y avait bien des démons autour de moi. J'ai été étouffé par des forces invisibles. Je me suis senti piégé dans mon corps, incapable de bouger, à bout de souffle. J'ai eu des choses qui me tapaient sur la tête. Il y a même une vidéo de moi où je joue du piano et il y a des choses qui parlent.
en arrière-plan. J'ai plusieurs enregistrements audio de conversant entre eux, m'insultant, notamment de traîner. J'ai des photos de mains sur ma gorge, une main qui ressemble presque à celle d'un squelette. J'ai fait des rêves où j'ai eu l'impression d'avoir des relations intimes avec des démons. Et quand j'étais plus jeune, j'avais des terreurs nocturnes. Mais là, c'est quelque chose de complètement différent. J'ai longtemps pensé que j'étais schizophrène. Quand j'étais à l'école, j'ai eu mon premier épisode. J'ai tout perdu depuis dans ma vie. On m'a dit que les démons imitaient les maladies mentales. Pourquoi ? Parce que les gens qui n'ont pas eu d'expérience avec ce genre de choses ou qui ne croient pas que le surnaturel existe ont une réaction naturelle qui est de l'ignorer en disant que la personne est folle, qu'il y a une raison scientifique à tout. C'est en fait là où j'en étais dans ma vie et dans mes croyances, jusqu'à ce que je commence à obtenir la preuve que ces choses existent réellement. Une autre raison pour laquelle ils imitent les maladies, c'est parce que la réaction naturelle de la personne est de penser qu'elle est folle, de ne pas vouloir demander de l'aide, de ne pas vouloir parler, de ne vouloir parler à personne, de s'isoler, parce qu'elle a peur de la façon dont les autres la percevront, et que ces réactions renforcent là l'idée à cette personne qu'elle est tout simplement folle. C'est un piège horrible. Je recherche désespérément quelqu'un qui a vécu cette expérience, quelqu'un qui puisse comprendre ce que je vis. C'est juste mon expérience à ce stade, mais je peux dire sans aucun doute que les démons sont réels, qu'ils possèdent et piègent les gens, et qu'ils le font d'une manière cruelle et horrible. Jouons un petit jeu avec ce témoignage. Selon vous, à quel stade, parmi les 3 stades de la possession, se trouve cette femme qui a témoigné sur Cora? Je vous laisse quelques secondes. Bon allez, on va dire que c'est bon. Alors, il n'y a pas de manière précise de dire c'est là, c'est très subjectif comme avis. Personnellement, je dirais que cette personne en est au stade 2, au stade de l'oppression. On a clairement des interactions avec des entités qui peuvent parfois même être violentes. On n'est plus du tout au stade de on entend des choses mais on ne sait pas réellement ce que c'est. Donc c'est toutes ces raisons-là qui m'amènent à penser que cette femme se trouve au stade de l'oppression, le stade 2. Maintenant, je vais vous présenter le témoignage que quelqu'un a fait, le témoignage d'une possession, encore une fois, mais cette fois-ci sur Reddit. Vous avez l'habitude des threads d'horreur pour ceux qui me suivent depuis un moment, donc je me dis qu'il était naturel de proposer quelque chose qui avait été raconté sur ce forum-là. Et ce témoignage, on va dire que c'est celui d'un homme que nous allons appeler Nathan. Nathan nous dit qu'il est un homme grand, fort, qui pratique l'aïkido, un sport de combat, qu'il est donc assez imposant. Il nous dit que son frère et son père sont eux aussi des hommes assez imposants et assez grands, et qu'il a une tante qui elle est tout l'inverse, plutôt petite et plutôt mince. Mais il y a eu un moment avec cette tante où elle est devenue complètement folle, selon les termes de Nathan. Elle était en colère, mais une violente colère. Elle était totalement hors de contrôle, à certains moments totalement aléatoire, et Nathan et son père n'arrivaient pas à la calmer, à la maîtriser. Nathan raconte que pour lui, sa tante, qui normalement n'était pas forte du tout, là avait 10 fois sa force. Ils ont dû être 4 pour l'immobiliser. C'était quelque chose qui l'a effrayée parce que elle devenait totalement folle, je le rappelle selon les termes de Nathan, à des moments aléatoires et sans raison. Il était impossible de prévoir quand la tante allait basculer dans cette sorte de transe. Nathan lui ne croyait pas au surnaturel, donc il n'expliquait pas ce qu'il avait devant les yeux, mais sa grand-mère, elle, était plus croyante que lui, et pour elle, c'était sûr et certain. La tante était possédée. On avance de quelques mois, l'oncle de Nathan, l'oncle mari de la tante qui avait ces périodes étranges, ne pouvait plus gérer la situation. Donc il a fait appel à un exorciste. L'exorcisme a été assez particulier, il a été réalisé selon, apparemment, je ne m'y connais pas du tout, mais je dis bien ce qui est dit dans l'histoire partagée, selon des coutumes marocaines. Il fallait mettre une goutte de sang dans un verre d'eau et laisser le verre d'eau dans l'appartement alors que la tante dormait. C'est ce qui a été fait. Le verre n'avait pas été déposé à côté de la tante, mais le lendemain, le verre était vide. Nathan, lui, était persuadé que sa tante s'était levée et avait bu le fameux verre d'eau, mais pour l'exorciste, lui, il y avait une toute autre chose qui s'était passée. Selon la culture marocaine, l'entité qui possédait la fameuse tante était un djinn. Et disposer ce verre d'eau avec la goutte de sang était censé, en quelque sorte, apaiser le démon. L'apaiser temporairement. La solution radicale qu'il fallait prendre, c'était réaliser un exorcisme. La tante, au fil du temps, est devenue de plus en plus difficile à gérer. D'ailleurs, il y a eu un événement qui aurait pu être dramatique. La tante a perdu le contrôle alors que Nathan, son père et son oncle étaient dans la voiture. Elle essayait de frapper l'oncle qui conduisait pour lui faire perdre sa trajectoire. Le groupe a failli se prendre un mur et c'est le père de Nathan qui a réussi à maîtriser la tante en l'étranglant afin de lui faire perdre connaissance. On arrive quand même dans un cas assez extrême. Il y a eu rencontre avec un exorcisme qui pratiquait selon certaines coutumes. Il disait qu'il fallait sacrifier un mouton pour pouvoir réaliser le dit exorcisme. Il fallait
sacrifier le mouton et apporter les tripes de celui-ci à l'exorciste. C'est ce qui a été fait. Le lendemain, les tripes ont été apportées et l'exorciste a mis les tripes dans un bol. La tante, elle, était allongée à côté du bol. Tout le monde s'est assis autour d'elle en se tenant la main et l'exorciste a dit des choses que Nathan ne comprenait pas. L'exorciste parlait de plus en plus vite, il transpirait. La tante de Nathan, elle, a commencé à se mouvoir, à gigoter, à se tordre de douleur. D'un coup, la lumière s'est éteinte. La tante a crié, l'exorciste aussi, et d'un coup, il y a eu un silence. Un silence qui a duré à peu près 30 secondes. L'assistant de l'exorciste est entré dans la tente avec une lampe et la tante, ainsi que l'exorciste lui-même, s'était évanoui. Le bol contenant les tripes des moutons était renversé sur le sol. Normalement, les tripes étaient rouges, vifs. Là, elles étaient devenues noires. L'assistant a dit qu'il ne fallait absolument pas toucher aux tripes sur le sol. L'exorciste s'est ensuite réveillé. Il a mis l'eau sur son visage et il a ensuite dit à tout le monde de le suivre. Le bol avec les tripes ont été ramassés, emmenés vers une colline et brûlés. Car le démon avait été transféré dans les tripes et brûler ces tripes permettait de s'en débarrasser définitivement. Depuis, la tante de Nathan n'a plus jamais montré de signes de transe, de folie, de force incroyable, d'épisodes colériques comme elle l'a eu par le passé. Évidemment, tous ces événements sont des événements que Nathan n'a jamais réussi à effacer. C'est là que le témoignage de Nathan se termine. Alors là, on a un témoignage assez particulier parce que dans toute la vidéo, quand je vous ai parlé de possession ou d'exorcisme, c'était en lien avec la religion chrétienne. Ce qui est intéressant dans ce témoignage-là, je trouve, c'est quelque chose qu'on n'a pas sur les autres histoires que j'ai pu vous présenter. Ici, on a un exorcisme et des croyances qui sont différentes que celles, par exemple, des Warren. Donc, les coutumes pour réaliser un exorcisme sont totalement différentes et je trouve ça intéressant de voir d'ailleurs dans d'autres cultures comment ça peut se passer. En soi, l'exorcisme n'était pas très violent, spectaculaire un petit peu, mais l'exorcisme n'a pas été projeté au sol comme dans les films ou ce genre de choses. C'était quelque chose d'assez intéressant, je trouve. Je trouve que c'était bien justement de faire un peu le parallèle avec les trucs plus classiques qu'on peut connaître. Après, je vous avoue que je ne suis pas du tout calé concernant la culture marocaine, donc tout ce qui est entité paranormale dans la culture du Maroc, comme les djinns, c'est quelque chose qui ne me parle pas du tout. Donc s'il y en a qui ont des informations à ajouter dans les commentaires, évidemment vous êtes les bienvenus. On a donc vu beaucoup de cas de possession, parfois même d'exorcisme, et à chaque fois, ces cas étaient plutôt négatifs. Je pense qu'il est facile à comprendre que personne ne souhaite être possédé, mais je voulais faire justement une petite partie parenthèse par rapport à tout cela, qui tease un petit peu des vidéos qui pourront sortir à l'avenir. Dans la culture populaire, les démons sont considérés comme néfastes. Je suppose que vous demandez à n'importe qui dans la rue, de par la culture qu'on a avec les films d'horreur, si on dit pour vous un démon c'est quoi, on va vous répondre Annabelle, quelqu'un qui veut vous posséder, qui veut vous faire du mal, etc. Alors que, pas forcément. Dans les faits, tout démon n'est pas mauvais. Le mot démon vient du grec daimon, ce qui signifie en réalité génie ou intelligence. Donc en soi, sur le papier, rien de maléfique. Ce terme en fait désigne des êtres incorporels, donc qui n'ont pas de corps fait de chair et de sang comme nous, des êtres qui sont bons ou mauvais. D'ailleurs, plus généralement, ce terme désigne une présence protectrice et inspiratrice. Vous connaissez peut-être Belzébuth, un démon que vous voyez peut-être d'un mauvais œil, et là vous avez raison. Car les raisons de son invocation seraient forcément mauvaises. Lancer une épidémie, séduire une personne réfractaire, rien de bon, mais d'autres démons peuvent être invoqués pour des raisons beaucoup plus bénéfiques. Par exemple, le démon Veloya pourrait aider à améliorer sa vivacité d'esprit, afin d'être plus à l'aise si on passe un examen par exemple. Il y a plein de démons qui peuvent être associés à certaines choses, ça peut être pour essayer d'éradiquer une maladie, essayer de retrouver une personne qu'on a perdue, pas une personne décédée mais une personne qu'on a perdue de vue. Il y a un peu de tout, et pas forcément que des choses négatives. Certes, il y en a qui permettent d'accomplir des choses considérées comme négatives, égoïstes, malsaines, mais d'autres qui pourraient apporter un certain bénéfice. Attention, ce n'est pas parce que je dis qu'il y a des démons qui peuvent apporter un bénéfice que je vous encourage à essayer d'en invoquer. C'est quelque chose qui est complexe, à ne pas prendre à la légère, donc ne vous essayez pas à essayer de lancer des sorts ou créer des invocations pour invoquer des esprits. Encore une fois, on reste à fond dans le paranormal pour la dernière fois. Si on ouvre un portail et qu'on ne maîtrise pas la chose, donc on ouvre un portail avec des rituels, l'utilisation d'une planche de Ouija, on ne sait pas ce qui peut traverser ce portail. On peut être aussi dupé, comme ça a été le cas avec la poupée Annabelle, comme on pourrait trouver sur de bons résultats. Donc, ne le faites pas. Vous pouvez vous intéresser au sujet, mais n'essayez pas. On arrive maintenant à la partie
que je réservais justement pour ceux qui sont un peu réfractaires à tout ce que j'ai pu raconter dans la vidéo, pour les sceptiques, ceux qui ont du mal à y croire ou qui n'y croient pas du tout. Justement, cette partie-là, elle est pour vous. Et je trouvais important, sachant qu'on a mis un poids d'un côté de la balance, du côté du paranormal, de rééquilibrer les choses en apportant un poids du côté des sceptiques par rapport à tout ce que je vous ai raconté dans cette vidéo, sur toutes les histoires. Je ne vous apprends peut-être rien, mais le sujet des Warren est assez controversé. Certains les voient comme des vrais démonologues, prennent les affaires qu'ils ont traitées comme elles le sont, des affaires avec des faits, etc. Mais pour d'autres, ce ne sont que des charlatans et des profiteurs de familles en détresse. Effectivement, il y a plusieurs points qui ne vont pas dans le sens des Warren. Déjà, sachez que la plupart des sources concernant les affaires qu'ont traitées les Warren sont issues des Warren eux-mêmes. Par exemple, pour vous donner quelque chose de très concret, l'histoire que je vous ai racontée, celle de la possession d'Henri et de sa femme Patricia. C'est une histoire que j'ai trouvée dans un livre qui est consacré à plein d'affaires que les Warren ont traitées, mais la seule source concernant cette histoire, c'est les Warren. Donc il est possible qu'ils aient totalement inventé les événements qui se passent durant l'histoire, sachant que on ne sait pas ce qu'est devenu Patricia, Henri ou leurs enfants, peut-être même que leurs noms ont été modifiés pour préserver leur anonymat, mais sur internet, on aura beau marquer possession Henri, on va peut-être parler de gens qui comme moi ont lu le livre sur les Warren, mais pas de faits réels, pas d'articles de presse, pas d'interview, rien. Et justement, ce genre de source un peu bancale, c'est le genre de choses qu'on trouve énormément chez les Warren. Et même dans des affaires qui sont extrêmement connues, comme par exemple l'affaire d'Annabelle. La jeune étudiante infirmière à qui on a offert la poupée, je crois que son nom était Donna. J'ai fait des recherches, impossible de retrouver quoi que ce soit. Aucun témoignage de sa part, aucune photo. Apparemment, elle aurait donné une interview avec sa mère. À un moment donné, je n'ai retrouvé aucune trace de cette interview. Peut-être que j'ai mal cherché, c'est possible, mais en tout cas, je n'ai rien trouvé. Les seules choses qui sortent de cette affaire, c'est ce qui est raconté par les Warren. De plus, si on rentre un peu plus dans la complexité du couple, il y a des choses qui peuvent nous mettre un peu la puce à l'oreille, qui peuvent nous faire tiquer. Ed Warren s'est toujours présenté comme un sceptique, quelqu'un qui cherche à remettre en cause les événements paranormaux, mais dans sa jeunesse, il en a vécu. Donc si il les a lui-même vécus, pourquoi derrière il se catégorise comme un sceptique et en plus il exerce un métier de démonologue? C'est bizarre, tout ne fait pas sens. Pareil pour Lorraine Warren, même si là on peut justifier un peu plus l'aspect que je vais évoquer. Elle a toujours caché son don de clairvoyance et maintenant, une fois adulte, elle s'en sert pour aider les autres et en faire son métier. Là où on peut la défendre, c'est que peut-être elle avait peur d'être jugée ou d'être mise à l'écart, donc elle a voulu avoir l'air, entre guillemets, évidemment, normal, mais qu'une fois adulte, elle a pris confiance et à l'aide de son mari, elle a décidé de mettre en avant cette capacité qu'elle avait. Autre cas, les Warren vont souvent vers les mêmes conclusions quand ils ont des affaires. Souvent, quand ils se rendent quelque part, il y a toujours un cas de hantise, un cas de possession. Ils expliquent plus les événements qu'ils se passent par des explications paranormales que rationnelles. Ils ne cherchent pas à faire le distinguo, vraiment, on prend les deux au même niveau et on voit lequel est le plus probable. Ils ne cherchent pas vraiment en soi à trouver des explications rationnelles si vous préférez. Alors que, parfois, dans certaines enquêtes qu'ils ont réalisées, quand d'autres enquêteurs venaient, eux, arrivaient à montrer que c'était peut-être pas forcément paranormal. La renommée peut être aidant. Quand les Warren, au fur et à mesure du temps, ont commencé à s'intéresser à certaines affaires, tout de suite, il y avait beaucoup de médias qui s'y intéressaient également. Il y avait des caméras qui les suivaient, c'était spectaculaire. Si on prend par exemple le cas d'Amityville, un cas qu'ils ont traité, vous avez probablement déjà vu cette photo. La photo du fantôme d'un petit garçon. Il se trouve que ce petit garçon, en réalité, était juste un technicien qui a été en train de se relever parce qu'il était assis et la lumière qui se trouve dans ses yeux, c'est juste le flash de la photo qui se reflète. Le caméraman d'ailleurs qui a suivi les Warren pendant qu'ils enquêtaient à Amityville a avoué que les visites étaient fortement mises en scène, ce qui semble coller avec le fait que les habitants qui ont vécu dans la maison à la suite de la visite des Warren, de toute la hantise qu'il y a eu, eux n'ont jamais rien vécu. Pareil pour le cas de Aaron Johnson, l'homme qui aurait été possédé par le diable et qui aurait commis un meurtre. Un membre de la famille de Debbie Glatzel, donc la petite amie d'Art Johnson, a dit que les Warren ont abusé des problèmes mentaux du petit David, celui qui était apparemment initialement possédé, et ils auraient dit à la famille qu'avec cette histoire, ils allaient tous devenir très riches et que la famille allait finir millionnaire. Je trouve que ça devient assez perturbant quand des personnes ayant été au plus proche des histoires, sans que ce soit les Warren, on va dire les personnes qui en ont été victimes, démentent ce que disent les démonologues.
Là, il y a de quoi se poser des questions. De mon côté, je me suis procuré plusieurs livres qui parlent d'enquêtes réalisées par les Warren, et c'est vrai que sur certaines histoires, les moins connues je pense, je n'ai jamais réussi à trouver la moindre information qui permettait de confirmer que l'histoire était vraie, une source qui permettait de confronter ce que disaient les Warren et de valider ou pas ce qui était dit. Donc en fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est un peu comme ce qu'on a sur Reddit ou sur Quora, dans ces témoignages-là que je vous ai partagés, c'est soit on les croit, on les prend comme vrais, soit pas du tout. C'est vraiment comme bon nous semble. Moi, ce que je pense, c'est qu'on peut les prendre comme vrais en fonction de nos croyances. Si on a envie d'y croire, on peut y croire. Et si ce n'est pas le cas, on peut le prendre comme du simple divertissement. Et voilà les amis, on en a fini pour cette vidéo spéciale sur les possessions où je traite aussi un peu d'exorcisme. Je parle pas forcément beaucoup d'exorcisme parce que généralement quand il y en a, c'est quelque chose qui reste assez rapide. C'est pas comme dans les films où il y a vraiment toute une mise en scène avec plein de choses qui se passent. C'est un moment précis, c'est fait, terminé. Alors que l'étape de la possession avec ces 3 fameuses phases justement est beaucoup plus longue, il y a beaucoup plus de choses à dire. Sachez que c'est un plaisir pour moi de vous partager le fruit de mes recherches sur tout ça. C'est une vidéo que je fais en grosse introduction de choses qui vont arriver prochainement sur la chaîne. Quand, je ne saurais pas le dire, mais c'est dans mes tuyaux, ça va arriver. Et je pense qu'en ayant les informations que je vous ai partagées dans cette vidéo, déjà vous aurez déjà plusieurs clés pour appréhender les vidéos qui vont venir. J'espère que ça vous a plu, c'était un plaisir pour moi. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse mon Instagram de nouveau si vous souhaitez me suivre là-bas, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, me faire des retours peut-être précis, me donner peut-être même des idées de sujets et peut-être me partager une histoire qui vous est arrivée si jamais le cœur vous en dit. J'ai essayé d'être le plus objectif possible. J'ai fait de mon mieux, j'ai voulu vraiment découper la chose en 2 parties, la partie paranormale qui elle est très détaillée parce qu'il y a le mystère donc ça joue sur la longueur de la chose je pense, et la partie elle controversée c'est des faits donc on a juste à présenter les faits, c'est quelque chose qui se fait assez rapidement. Je pense que tout ce que j'ai raconté par rapport au Warren, j'ai réussi à le démonter avec les quelques arguments que j'ai mis dans la partie controverse. Ça veut pas dire forcément que tout ce qui est dit dans la partie controverse est vrai, peut-être que les sceptiques ont tort et que le paranormal est bien existant. Je ne suis pas là pour juger, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'était un plaisir. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!